Why is Julian the bad conscience of the West? Pourquoi Julian est-il la mauvaise conscience de l'Occident? Dans l'entrée ici, on a dessiné l'espace de la prison dans laquelle il est, mais il faudrait quand même nous dire un peu comment il vit, comment ça se passe pour lui. It's when a person is in prison, it almost becomes an abstraction. So I think the outline of the cell is an important way for people to understand. Comment vous le voyez? Vous arrivez à le voir souvent? Comment ça se passe, les rencontres, les visites? I see him once or twice a week. The prison is very high security, so there's 20 minutes of security checks before I can see him. And I see him in a very big hall, which is about the size of this room, maybe bigger. About 40 other prisoners are there at the same time, everyone sitting at a table. He has no internet access. He can make phone calls to specific people. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le monde? Là, vous revenez d'Australie. Vous disiez que des sondages montrent que 85% des Australiens sont favorables à la libération d'Assange. Je pense que si on faisait un sondage en France, ils ne sont peut-être pas très loin de ça. Est-ce qu'il le sait, ça? Well, Julian is hungry for information and hungry for understanding the outside world. That's what keeps him, helps him cope with the situation. So when he calls me or I read him Twitter, I read what's happening on Twitter to keep him connected to the now. Là, on parle de l'opinion en Australie, en France et dans d'autres parties du monde. Vous avez une idée? Par exemple, aux États-Unis, est-ce qu'il est soutenu? I think he has a lot of public support, and he keeps on being raised as an important case across the political spectrum, both on the right and the left. But it's not always reflected in the establishment media, but you see it a lot, especially with very big figures who are opinion shapers like Joe Rogan. Brings him up a lot, a very big figure, and Tucker Carlson. Qu'est-ce que le grand public peut faire? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, les gens disent « oui, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Well, any popular movement is fueled by actually a core of very well-organized people who are persistent, who help it, who help people who are less involved but are sympathetic to easily join in. Je vais me tourner vers Ronnie Broman. Tu es allé très fort quand même. Tu as comparé l'affaire de Julian Assange avec l'affaire Dreyfus. Oui, j'y avais assez longuement réfléchi auparavant. J'hésitais parce que, après tout, Dreyfus n'avait rien fait de spécial. Le monde lui est tombé dessus, mais il n'avait rien fait pour ça. Assange était engagé dans une action, et c'est une action que je soutiens, évidemment, une action positive, mais tout de même une action critique. Et donc, là se trouvait pour moi une limite dans la comparaison. Mais en fait, dans la mesure où ce sont deux affaires qui traitent d'une injustice énorme, qui débordent très largement le cas particulier de la personne qui est maltraitée pour irriguer, pour se déployer dans toute la société et dans l'avenir, il m'a semblé que c'était vraiment pas du tout tiré par les cheveux, pas du tout exagéré, je le pense très profondément. C'est une affaire qui a la même importance que l'affaire Dreyfus sur le plan symbolique, sur le plan moral, sur le plan politique. Stella parle avec beaucoup de pudeur, mais tu as parlé de torture aussi, hein, d'une situation de torture. Tu dis c'est un homme qui est torturé, c'est un homme qui est torturé au nom de qui? Au nom d'une quantité de pays et de responsables de ces pays. Bon, je dirais qu'il est torturé au nom des États-Unis, mais au nom du pouvoir que les États-Unis exercent sur les pays qui détiennent
ou qui ont détenu ou qui ont une influence sur Assange, la Suède et le Royaume-Uni. Des pays complices, tu dirais? Ah oui, bien sûr, des pays exécutants d'une politique. L'Arbin, les caniches. Oui, on peut le dire, si on veut être insultant, mais moi j'essaie d'être simplement factuel. Ils sont les exécutants de cette politique et la non-réponse que d'autres pays européens opposent aux demandes d'asile politique, de protection, est une forme de complicité passive, complicité active. Au fond, ça, je m'en moque un petit peu, ça n'est pas très important. Mais il y a vraiment là une démonstration de la puissance de l'espèce de force noire qu'exercent les États-Unis sur des pays réputés souverains, indépendants, capables de prendre leurs propres décisions et qui, sur une affaire aussi importante, cèdent le pas à la persuasion ou à l'imposition états-unienne. Ce que tu demandes, et tu as été applaudi par la salle, c'est que, à défaut d'être libéré, bien évidemment, c'est que déjà Assange soit un citoyen de la ville de Paris. C'est ça que tu as demandé? Oui, citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur de la ville de Paris. C'est une demande assez modeste, enfin réalisable, c'est pour ça que tu l'as. Oui, c'est ça, elle me paraît tout à fait réaliste, parce que l'asile politique, on l'a bien compris, Cédric Villani l'a dit avec une clarté totale, ce sera le président de la République qui le décidera et personne d'autre. Donc il n'était pas dans la salle, je ne pouvais pas faire appel à lui. En revanche, le Conseil de Paris, lui, peut décider souverainement de nommer Julian Assange citoyen d'honneur. Et en disant cela, je m'apercevais de mon côté très parisien. Et donc, j'ai élargi le propos, ce à quoi je n'avais pas pensé initialement, à l'ensemble des villes en France et ailleurs en Europe. J'imagine une Europe qui serait constellée de villes dans lesquelles Julian Assange est citoyen d'honneur, ça aurait tout de même un sacré effet. La CIA a renoncé à enlever et assassiner Julian Assange sous la crainte qu'une telle opération lui attirerait des critiques épouvantables. Mais ils pouvaient le faire, naturellement. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont craint les retours d'opinion publique, les retours d'image. Il me semble que ça, c'est la preuve d'une certaine vulnérabilité à l'opinion publique. Et par conséquent, cette multiplication de citoyenneté d'honneur dans des villes, je ne sais pas si ça existe en dehors de France, à vrai dire, je l'ai dit de façon un peu improvisée comme ça, mais je l'espère. Et après tout, si ça n'existe pas, ça peut être fabriqué et ça peut être construit. Et il me semble que ce serait un élément de pression important contre les États-Unis et pour la libération de Assange. Cédric Villani, vous avez assez longuement parlé de votre vie parlementaire et la façon dont les parlementaires se positionnent ou ne se positionnent pas, hésitent à se positionner. C'était drôle, mais c'est pas tout à fait en leur honneur. La vie parlementaire, ça a ses splendeurs et ses misères. Mais là, c'était quand même plutôt la misère. La vie au Parlement, c'est des tragicomédies. Et de temps en temps, vous gagnez, vous êtes fiers de ce qui se passe. Et de temps en temps, vous perdez avec panache. Et de temps en temps, vous perdez dans la honte. Et de temps en temps, vous gagnez dans la honte. Tout arrive. Oui. Et j'aime bien cette idée que c'est pas parce qu'on exerce une fonction extrêmement importante et qu'on l'accomplit avec le plus grand sérieux, pour autant, il ne faut pas se sacraliser et avoir conscience parfois de toute l'irrationalité qu'il peut y avoir. Une des choses que j'ai apprises, et en fait les gens le savent très bien, plus vous êtes près du centre de décision, plus l'irrationalité et plus le cœur joue un rôle important. Pendant longtemps, je faisais partie des scientifiques qui se disaient, comme beaucoup, si les politiques étaient mieux informés, ils voteraient différemment. Ce que j'ai vu au Parlement, c'est qu'avant tout, ce n'est pas une question d'information, c'est une question de courage. Et une question de conviction, pour de vrai. Et concernant Assange, ce courage, il ressemble à quoi? Et concernant Assange, il a besoin d'être renforcé. Il a besoin d'être renforcé. Il y en a, pour certains, vous avez toute la palette, mais certains parlementaires se disent « Ok, je comprends bien que ce qui arrive à Assange, c'est injuste, mais j'ai peur de me mettre mal avec mon parti. » Pour d'autres, c'est « J'ai peur de me mettre mal avec les États-Unis, tout simplement. » Ou d'autres vont le théoriser, vont dire... C'est ce qu'on entend dans les médias, ça, c'est exactement la même chose. D'autres vont théoriser et dire au moment où la guerre est déclenchée, où il y a la guerre de la Russie contre l'Ukraine, on ne peut pas se permettre ci ou ça.
très étrange, c'est ces libertés conditionnelles qu'on voit. Ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, il y avait une opération, nous étions un certain nombre de parlementaires internationaux. C'était John Shipton, le père de Julian Assange, qui s'occupait de monter cette opération. Nous devions aller en délégation aux États-Unis, à Washington, pour plaider la cause. J'étais en un certain sens le représentant prévu pour la délégation française. Il y avait un député australien qui était prévu, député allemand, peut-être quelques-uns, je ne sais plus de quels autres pays. Et c'était prévu, ça aurait dû être à l'été 2022. Quelques jours après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, on a dû tout annuler. Le contexte était plus favorable. Je ne sais pas qui, mais le message est passé. Vraiment désolé, mais le contexte devient impossible. Donc ça c'est quelque chose de vécu. Stella, vous disiez que des intellectuels, un certain nombre, évidemment soutiennent Assange. Mais je voudrais savoir sur la scène politique elle-même. Est-ce que dans les perspectives des élections, le cas Assange pourrait être un enjeu? It's hard to know. It's interesting that the contenders for the Democratic presidency, although everyone expects Biden to continue, but who knows? He's not a young man. The popular contenders, Robert Kennedy Jr. and Marianne Williamson, have both said that they would pardon Julian. Ok, merci Stella. Merci. Bonne chance.